Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tu adores, les actions à surveiller en ce moment. On est en mai 2025, les marchés se sont un peu relâchés par rapport à avril, mais il y a toujours de l'incertitude et des peurs. Et ça, comme d'habitude, ça crée des opportunités d'achat pour mai et pour les mois à venir. Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 actions qui méritent ton attention ce mois-ci. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut te précipiter pour les acheter. Le but ici, c'est pas de te balancer juste des noms au hasard. Moi, je vais pas te donner un poisson, je vais t'apprendre à pêcher. Je vais t'expliquer pourquoi ces entreprises sont intéressantes et surtout quand elles peuvent devenir de vrais bons plans pour ton portefeuille. La première entreprise qu'on va regarder aujourd'hui, ça va être Salesforce. Alors pourquoi Salesforce? Déjà, il faut voir que Salesforce est le numéro 1 mondial du CRM depuis 11 ans. Même s'il y a une petite croissance qui ralentit, la concurrence est très féroce, ça reste une entreprise hyper intéressante. Déjà, ce qu'il faut se dire, et là on va directement regarder dans les chiffres, ce qu'on peut voir c'est qu'il y a une capitalisation boursière de 264 milliards de dollars, et ensuite un PI ratio de 43, qui est quand même assez élevé, mais ça on va en parler après quand on va parler de valorisation. Ce qui est hyper intéressant pour Salesforce, c'est sa position ultra dominante sur le CRM. On parle de 21,7% des parts de marché du CRM mondial. Quand on compare avec d'autres acteurs, comme Microsoft, lui, en a seulement 5,9%. Ensuite, quand on va regarder dans tout ce qui est revenu, alors le revenu, lui, il augmente. Il a augmenté de 2018 à 2024, il a bien augmenté. Mais on peut voir que ces dernières années, il augmente moins vite que les années précédentes. Du coup, ça reste un check, mais il faut quand même regarder un peu. Ensuite, le revenu net, lui, voilà, il augmente beaucoup. On a augmenté 200% en 2018, puis après il a baissé de 88%, puis après on est remonté à 4,7 milliards. Mais quand tu compares, on est en 2020 là, et en 2023 là, on n'a presque pas bougé au niveau du revenu net. Du coup, ça reste un peu bizarre, mais ça a quand même augmenté, mais bon, ça reste un check pas vraiment intéressant. Même si oui, il augmente. Ensuite, le nombre moyen d'actions en circulation, le nombre d'actions en circulation, on peut voir que là, il a augmenté ces dernières années, mais que ça fait depuis 2 ans que l'entreprise rachète des actions, et ça, c'est hyper intéressant. Alors, ensuite, quand on va regarder en tout cas les estimations de tout ce qui est, de tous les analystes, on peut voir que en 2028, ils estiment qu'ils vont rapporter 54 milliards de dollars. Et dans leur dernier earning calls, ils ont dit qu'ils voulaient environ 60 milliards de chiffre d'affaires en 2030. Quand on compare à maintenant, en 2024, il y en a eu 37 milliards. Et pourquoi, en fait, ça peut être une entreprise hyper intéressante? De 1, ça va être sa base, parce qu'elle a environ 150 000 clients, du coup, ça a un fort potentiel de croissance. Surtout là qu'ils veulent introduire de nouveaux produits, surtout plus axés intelligence artificielle, ça peut attirer, et ça va forcément augmenter le revenu. Et c'est pour ça qu'ils ont des grosses attentes. Ils pensent, c'est pas doublé en 5 ans, mais c'est à peu près ça. En tout cas, 60 milliards, ça peut être, et s'ils arrivent à atteindre ce niveau, on pourra justifier certaines valorisations qu'on va voir après. Ensuite, quand on compare le free cash flow, et ça c'est une métrique qui va être hyper intéressante, parce qu'on peut voir que depuis 2018, le free cash flow, lui, a pas cessé d'augmenter. Et ça, j'ai déjà dit souvent, pour moi, le free cash flow, c'est une des métriques les plus intéressantes et même si pas la plus importante à regarder quand tu veux investir dans une entreprise. Pourquoi? Parce que le free cash flow, ça permet à faire plein de choses, ça permet de faire des acquisitions, et là, on sait que Salesforce, ils ont acheté Slack. Ça permet aussi de payer des dividendes, on sait qu'ils payent aussi un dividende. Ça permet de payer ses dettes, ça permet de réinvestir dans le business. Du coup, en fait, une augmentation du free cash flow, ça va permettre de réinjecter dans l'entreprise, et ça, c'est hyper positif. Le seul point négatif que j'aime pas, c'est le dividende. Comme je le dis souvent,
Je préfère largement qu'une entreprise utilise tout son argent pour, en tout cas, réinvestir dans le business, payer des dettes, etc., que le mettre dans des dividendes. À part si voilà, ils ont vraiment trop de free cash flow comme Apple et Microsoft, ben, je pense que c'est impossible pour eux de dépenser tout leur free cash flow. Maintenant, il faut aussi regarder, en tout cas financièrement, en tout cas c'est quand même une bonne entreprise, à part le revenu net. Mais là, on va regarder les valorisations, et ça, c'est autre chose. La valorisation du PI, elle est à 43. C'est assez élevé, en tout cas, surtout pour une entreprise comme ça. Est-ce que c'est justifié? Je pense pas. Même s'il y a des grosses attentes, surtout avec en 2030, on espère quand même 60 milliards de chiffre d'affaires. Mais pour moi, en tout cas, ça reste un PI assez élevé, surtout pour cette entreprise. Mais une autre métrique que j'aime bien, c'est le price to free cash flow ratio. Et là, on peut voir qu'on est à 21. Alors, c'est dans la moyenne, c'est bon. Pour moi, c'est un bon price to free cash flow ratio. Mais ce serait bien qu'il diminue un tout petit peu. Et ça, je pense que ça risque d'arriver dans les années à suivre. Parce qu'ils ont démontré, en tout cas, qu'au niveau free cash flow, ils arrivent. Alors, pour une entreprise comme ça, tu peux payer un premium, en fait. Pour, en tout cas, un free cash flow et du cash, comme ils arrivent à faire, c'est en tout cas très intéressant. Et tu peux payer une sorte de premium pour ça. Du coup, je pense pas que le PI soit hyper justifié, mais un PI un peu plus bas, ça peut être intéressant. Je pense que vers 200, 190, 200, ça peut être intéressant. Ensuite, maintenant, la deuxième entreprise, ça va être une entreprise que plein de gens connaissent, ça va être Meta. Alors, pourquoi je parle de Meta maintenant? Parce que au début du mois, ils ont relâché leurs earning calls et il y a eu des informations hyper intéressantes dedans. On peut voir que même depuis février 2025, elle a quand même perdu 20%. Du coup, on va voir un peu ce qu'il en est. On peut voir que la capitalisation boursière, elle est à 1,5 trillion de dollars. Et là, on a un PI de 23. C'est logique qu'une entreprise beaucoup plus grande que Salesforce ait un PI plus bas, parce qu'il y a moins de potentiel de croissance. Ensuite, quand on regarde, en tout cas dans les déclarations, là, on va regarder annuel. Le revenu total, ça comme on le sait, c'est incroyable. L'année passée, on a déclaré en tout cas 164 milliards de dollars de revenu total. C'est hyper bien. Mais quand on va regarder dans le revenu, on peut voir en fait comment est diversifié le revenu. On peut voir que 97% vient des Family of Apps. Du coup, ça parle de Facebook, Instagram et WhatsApp. Un petit pourcentage, c'est Reality Labs. Et Reality Labs, même si c'est un tout petit pourcentage, c'est en fait un play très long terme, c'est un pari très long terme pour Meta. C'est quelque chose qui leur coûte quand même assez important. Quand on regarde en fait les dépenses de 2024, on peut voir que 20% des dépenses, c'était juste lié à Reality Lab. Et ça, ils ont dit que même niveau rentabilité, ça va être pas rentable pendant quelques années. Du coup, on va surtout se concentrer sur la family of apps, du coup, Facebook, Instagram et WhatsApp. Quand on regarde ailleurs et quand on se focus aussi sur l'entreprise en elle-même, un des avantages hyper compétitifs que Meta a, c'est sa base d'utilisateurs. Il y a plus de 3 milliards de personnes, d'utilisateurs actifs quotidiens sur ces plateformes, et ça c'est hyper bien. Il y a un écosystème multiplateforme, hyper positif aussi. Et ensuite, il y a tout ce qui est expertise publicitaire, les marges et les innovations. Ensuite, les seuls points négatifs, ça va être la concurrence avec Apple, la concurrence avec TikTok, les régulations. Ça c'est hyper... ils ont eu, surtout en 2022, il y avait beaucoup de drama par rapport à ça. Ils étaient souvent devant le juge. Du coup, ça c'est des points négatifs. Un autre point négatif, et ça c'est pas vraiment lié à l'entreprise, mais c'est plus lié à la macroéconomie,
ça va être, en fait, on parle qu'on risque de passer dans une récession. Récession dit que les entreprises vont dépenser moins, ça veut dire qu'il y aura peut-être moins de budget pour les publicités, et ça va directement impacter Meta parce que c'est une de ses seules sources de revenus. Du coup, ça c'est le seul point négatif. Quand on regarde tout ce qui est bénéfices, on va regarder les estimations. On estime en 2028 que Meta va, en tout cas déclarer à l'année 2028, 267 milliards de dollars. C'est énorme comparé à 164 qui a été reporté en 2024. C'est quand même une énorme hausse. Du coup, voilà. Après, si on regarde le free cash flow, on peut voir que voilà, on était à 15 milliards, on est redescendu en 2022, mais ça c'est principalement parce qu'ils ont réinvesti beaucoup. Et puis après, on est passé à 54 milliards l'année passée, c'est énorme, c'est largement suffisant, et c'est pour ça qu'ils payent un dividende. Du coup, voilà, moi je préfère qu'une entreprise comme Meta paye un dividende, parce que c'est impossible de réinvestir à peu près 54 milliards, tandis que Salesforce, ils peuvent vraiment plus investir dans le business. Ensuite, si on regarde statistiques, et ça c'est toujours intéressant parce que c'est la valorisation, on est à un PI de 23 actuellement et à un price to free cash flow à 16. Ça peut être une entreprise intéressante à regarder. Ceci n'est pas un conseil d'investissement bien sûr, mais en tout cas dans sa watchlist, si on arrive à peu près à voir quoi, qu'est-ce que je raconte, ça peut être, c'est des valorisations intéressantes, en tout cas à 16 et à 23, ça peut être très intéressant, et ça reste dans un play innovation et intelligence artificielle. Un autre point positif, en fait, et ça j'en ai pas parlé, mais parce que je viens d'y penser, dans le dernier earning calls, ils ont annoncé que ils ont réussi à dégager plus de 10% par coût de publicité. Et ça, c'est hyper intéressant. Voilà. En fait, l'intelligence artificielle, eux, comme on a vu dans le revenu, elle est pas, on la voit pas. Ils ne dégagent pas vraiment du revenu grâce à l'intelligence artificielle, mais on a carrément une hausse de prix par pub de 10% grâce à un meilleur ciblage. Et ça, c'est hyper positif pour Meta. Et ça, c'est quelque chose que je voulais absolument dire parce que c'est très très bon. Ensuite, maintenant, on va parler de la dernière entreprise. Et la dernière entreprise, c'est ni plus ni moins d'Amazon. Pourquoi Amazon maintenant ? Parce que quand on regarde les prix, on est au même prix qu'il y a 4 ans. L'entreprise a pas beaucoup, le stock, le prix de l'action n'a pas beaucoup bougé, mais en interne, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Quand on regarde de 2021 à 2025, on peut voir qu'il y a quand même une grosse différence, même niveau revenu. Et du coup, mais pourquoi en fait ? Et c'est ça, c'est ça qu'on va essayer de répondre maintenant. Là, quand on regarde le revenu, on peut voir qu'on est passé en 2018, on est passé de 230 milliards à 640 milliards. C'est énorme comme hausse. Plus un peu intéressant, c'est le revenu net. C'est l'argent qu'ils arrivent à dégager. On est passé de 10 milliards à presque 60 milliards. C'est énorme. Et ensuite, une métrique qu'on adore regarder, c'est le nombre d'actions en circulation. Et là, on peut voir qu'ils l'ont augmenté. Et du coup, ça, c'est pas un check. Là, on va regarder le free cash flow. Le free cash flow, on est à 32 milliards. C'est assez positif. C'est assez bon pour une entreprise comme ça. On peut voir qu'en 2018, par rapport à 2018, il a quand même augmenté. Ensuite, on va regarder la diversification du revenu. On peut voir à peu près tout. En tout cas, moi, le plus intéressant que je préfère, c'est AWS. Pourquoi ? Parce que c'est une des parties de leur revenu qui a le plus de potentiel de croissance. Et ils sont aussi le leader dans ce domaine. Et du coup, ça, c'est toujours intéressant à regarder. Quand on regarde le bénéfice, les estimations du bénéfice, on peut voir que on estime presque 1 trillion de dollars de revenus. On passe à 900 milliards.
Et ça va être principalement, enfin pas principalement, mais une grosse partie de ça, ça va être grâce à surtout AWS, parce que je pense que la demande va être de plus en plus importante. Et, et ouais, enfin la demande va être de plus en plus importante, et ça va augmenter aussi le revenu. Là maintenant, ce qu'on va regarder, c'est à peu près les statistiques. On peut voir qu'on est à un PI de 31 et un price to free cash flow de 18. C'est des valorisations qui sont assez intéressantes, qui peuvent être assez hauts, mais pour l'entreprise que c'est et pour le potentiel, je pense que tu peux payer un premium pour Amazon, et 31, c'est un petit premium quand même. Mais ce qui, ce qui peut être intéressant à regarder, ça va être tous les objectifs stratégiques, et un des objectifs principaux, ça va être tout ce qui est optimisation de coûts. En fait, quand une entreprise est énorme comme ça, une des parties pour dégager plus de bénéfices, ça va être d'optimiser les coûts, et ça, ils arrivent à le faire surtout grâce à l'intelligence artificielle dans les entrepôts, mais on parle aussi qu'ils vont licencier beaucoup de personnes. Du coup, ça, c'est aussi à prendre en compte. Dans le long terme, Amazon aussi vise encore les pays émergents, et ça peut attirer beaucoup de revenus et aussi de visibilité pour ces autres produits comme AWS. Je parle beaucoup d'AWS parce que c'est principalement ce qui va être hyper intéressant dans les années à suivre. On sait que Microsoft, ils ont aussi du cloud computing. Alibaba, ils ont investi massivement aussi là-dedans. Du coup, c'est clairement plus une tendance, là, c'est un fait et ça va être hyper intéressant. Dans tout ce qui est innovation, Amazon, ils sont aussi dans les leaders. Du coup, en synthèse, Amazon reste hyper intéressant, même si là, à ces prix-là, on est quand même à un petit... le PI reste quand même assez élevé. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est tout l'écosystème. Ça, c'est un des avantages compétitifs. C'est tout l'écosystème est énorme. Ils arrivent à monétiser à peu près tout, et ça, c'est hyper intéressant. Donc, principalement, ça va être les 3 entreprises hyper intéressantes à regarder, surtout pour le mois de mai. Mais maintenant que on a un peu fini avec ça, ce qui peut être intéressant, c'est que tu comprennes comment moi j'analyse mes actions en 10 minutes, très facile. Il y a une vidéo qui va s'afficher juste ici. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. Ciao.